J'ai été reconnu innocent par la Cour d'appel de Douai lors d'un jugement qui avait eu lieu le 25 juillet dernier. Ça méritait que j'en fasse une vidéo à un moment ou à un autre. Je la fais seulement maintenant parce qu'en réalité, je n'ai eu accès au compte-rendu du jugement qu'assez récemment. Comme vous le savez certainement, j'en avais déjà parlé de long en large de cette affaire dans d'autres vidéos. Mais aussi, maintenant, la justice elle-même, l'institution, reconnaît mon innocence, c'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'il n'y a aucune preuve valable permettant de justifier ce chef d'accusation d'atteinte sexuelle sur mineur ou quelque autre chef d'accusation que ce soit. Il y a donc finalement un peu de justice dans cette histoire. C'était ce dont j'étais en droit de m'attendre de la justice. Bon, je rappelle brièvement, l'enquête n'a pas été sérieuse, elle a été menée à ma charge. J'avais déjà pris le temps de souligner tous les vices de cette enquête, ça a été simplement ignoré. Lors de l'audience, la juge, Madame Aurélia Devos, et l'auditrice de justice, Madame Lucille Garcia, ont purement et simplement ignoré mes arguments. Elles ont ignoré mon analyse explicative, elles l'ont évacuée comme si ça n'existait pas. Les quelques rares fois où elles ont repris mes arguments, ça a été toujours de façon à les déformer, à en faire des caricatures outrancières. Tout cela avec l'idée de me faire passer pour une espèce d'abruti, pour un taré. Et cela aussi parce qu'elles n'acceptaient pas de reconnaître que ma compréhension des événements était beaucoup plus fine que la leur. Plutôt que de se hisser à mon niveau, elles ont préféré essayer de me tirer vers le bas. Et donc, Madame la juge a pu rendre un jugement facile qui s'accordait parfaitement avec l'air du temps. Mais ça n'en demeure pas moins un faux procès. Et d'ailleurs, ça ressemblait plus pour moi à une espèce d'embuscade qu'à une véritable audience en justice. Une personne avec qui je suis en contact me disait que j'avais été jugé en morale et non en droit. Et c'est exactement ça. Madame la juge, ici, ne s'est pas tant attardée de savoir si j'avais commis ou non l'infraction qui m'était reprochée, mais elle s'est plutôt basée sur son sentiment moral personnel pour ensuite me juger. Et le jugement rendu par la Cour d'appel de Douai valide et confirme la vidéo critique que j'avais faite sur le jugement de Madame Devos. Vidéo d'ailleurs que Madame la juge n'a visiblement pas supportée puisque suite à sa publication, elle a décidé de porter plainte contre moi pour injure publique. Ce qui me semble personnellement complètement hors propos. Mais alors que je réalise une vidéo très détaillée qui va dans le fond des choses pour expliquer la situation, pour expliquer en quoi son jugement n'était pas correct, eh bien Madame Devos, plutôt que d'en tirer des enseignements, elle a préféré m'attaquer là-dessus. C'est assez caractéristique de la société aujourd'hui où de plus en plus de personnes ne supportent pas la critique. Ils la rejettent, voire ils l'attaquent, voire ils la judiciarisent, comme le fait ici Madame la juge. Mais je pense que, avant de porter plainte contre moi, il aurait été plus séant que Madame la juge commence par revoir sa manière de rendre justice. J'avais dit d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, j'avais dit lors de cette audience, quand j'étais face à elle, j'avais conclu, parce que j'étais la dernière personne à avoir la parole, j'avais terminé en disant simplement qu'il n'y avait pas de preuve contre moi, il n'y avait pas de preuve valable qui permettait de me faire condamner. Autrement dit, l'infraction que l'on me reprochait n'était pas caractérisée, il n'y avait pas d'éléments qui pouvaient la caractériser. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le jugement de la Cour d'appel de Douai, c'est leur décision, elle se base là-dessus, ce n'est pas caractérisé. Mais Madame Devos a préféré ne pas tenir compte de ce que j'avais dit. Pour revenir maintenant sur le jugement de la Cour d'appel, cette audience a été présidée par Madame Géraldine Bordagui. J'espère que je prononce correctement le nom. Elle a donc été la juge, elle a donc rendu un bon jugement, elle a fait correctement son travail. Je le dis non pas parce que ça va dans mon sens, je le dis parce que ça va dans le sens de la vérité et de la justice. Voilà, quand une personne fait quelque chose de bien, je ne me gêne pas pour le dire. Et Madame Bordagui a donc fait tout à fait correctement son travail, elle a rendu un bon jugement, ce qui est normal en réalité, c'est ce que l'on attendait d'elle. Toutefois, lorsque je lis le rapport du jugement, l'arrêt correctionnel que j'ai sous les yeux, eh bien, je constate quand même qu'il y a beaucoup les mêmes bêtises en fait qu'on retrouvait dans le jugement du tribunal de Lille. Des bêtises notamment qui se basent sur, c'est triste mais c'est comme ça, les juges se basent sur les expertises psychiatriques et donc ils considèrent que parce que c'est écrit dedans que vous êtes comme ci, comme ça, eh bien c'est la vérité, c'est la réalité, voilà, c'est pas discuté. Quand bien même, ils peuvent être en face à vous et constater le contraire. Ça veut dire que
Si vous êtes une personne pleine d'empathie, qui fait preuve d'ouverture d'esprit, qui sait se remettre en question, eh bien le juge, si dans son rapport il est écrit que vous êtes psychorigide, que vous n'avez pas d'empathie et que vous êtes égocentrique, même s'il voit le contraire devant lui, il se dira « Ah bah non, c'est ça la vérité ». Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors évidemment, pour le jugement à la cour d'appel de Douai, je n'étais pas présent. Je n'avais pas que ça à faire que de me rendre là-bas. J'ai déjà participé à un jugement, ça a bien suffi. Mais c'est comme ça que ça s'était passé pour le premier jugement au tribunal judiciaire de Lille. Et il se trouve que le rapport psychiatrique de Madame Catherine Thévenon, expert psychiatre, était complètement merdique. Ouais, c'était complètement à côté de la plaque. Ça a le culot de se dire médecin. Ils vous voient une demi-heure, 40 minutes, la durée de l'entretien, et qu'ils pensent tout connaître, savoir sur vous, et ils le disent de façon ferme et péremptoire, avec des mots forts comme ça. Et c'est étrange que les gens que je connais, que je fréquente au quotidien, que je fréquente régulièrement, eh bien, n'ont pas du tout ce jugement sur moi. Donc ça, c'est intéressant aussi, ça. Je ne vais pas revenir sur tout le détail du contenu du jugement. Ils ont dit notamment que j'avais harcelé, voilà, j'avais eu des comportements d'harcèlement. C'est jamais démontré nulle part. La plainte pour harcèlement qui était déposée par Valérie, ça a été rejeté. Mais ils disent que j'ai harcelé. C'est des accusations graves qui sont soutenues par rien. Voilà. Ils ont notamment écrit que je dénonçais, que j'accusais Nel de certaines choses, ce qui est complètement faux. Mais après, je me dis, avec un peu de recul, que c'est petit à petit que ça se fait. Ils ont déjà reconnu mon innocence par rapport à cette histoire d'un point de vue pénal. C'est quand même quelque chose, c'est un pas en avant. On ne peut pas tout demander immédiatement, j'imagine. Voilà, il faudra attendre peut-être plus longtemps, certainement beaucoup plus longtemps d'ailleurs, pour que peut-être soit reconnue mon innocence, mais d'un point de vue pas seulement pénal, mais aussi social, psychologique, humain. Et au passage, je me demande si toute cette partie de dénigrement là contre moi que j'ai pu retrouver dans cet arrêt correctionnel n'existe pas aussi en raison d'une volonté peut-être de contrebalancer un jugement qui ne se prête pas très bien avec l'air du temps. Peut-être qu'il y avait une attente sociale, en fait je dis peut-être, mais certainement que oui, une attente sociale qui voulait que je sois condamné parce que j'ai eu un comportement, j'ai eu une attitude, enfin j'ai été à proximité d'une jeune fille et que ce n'est pas aimé, ce n'est pas apprécié. Mais aussi peut-être que Madame la juge voulait faire un peu plaisir au ministère public, je ne vais pas préciser, mais la procureure, c'est Madame Laurence Le Gall, lors de cette audience au tribunal, ou plutôt à la cour d'appel de Douai, avait réclamé une aggravation de la peine qui avait déjà été prononcée contre moi par le tribunal de Lille. C'est-à-dire qu'elle demandait, si je me souviens, oui, 18 mois d'emprisonnement avec un sursis de 6 mois, donc si je compte bien, il s'agit de 12 mois d'emprisonnement ferme avec une interdiction de m'exprimer sur l'affaire, de m'exprimer publiquement sur l'affaire, quelle que soit la teneur de mes propos. Une fille de 12 ans vous demande de lui faire un massage sur le dos, le haut du dos, les épaules, hop, vous le faites, elle vous dit merci, ok, 12 ans d'emprisonnement. C'est normal. La France va bien, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Bon, je sais aussi que montrer un jugement comme ça est très efficace pour convaincre. La plupart des gens ne vont trop rien trouver à redire. Quelque part, c'est dommage, parce qu'il y a une espèce aussi de soumission inconditionnelle parce qu'une décision émane d'une autorité, ici l'autorité judiciaire. Par exemple, donc, en prenant mon cas, alors que j'avais fait une longue vidéo pour expliquer énormément de choses sur cette affaire, ça devrait être normalement suffisamment convaincant. Mais je sais que dans les faits, ça ne l'est pas. Par contre, juste un jugement, alors que les gens, la plupart, ne prendront même pas le temps de voir le détail de l'affaire, de voir si l'enquête a été bien menée, et se contenteront juste en fait de la conclusion, coupable ou innocent, et ne jureront que par cela. Entre innocent et coupable, la frontière est très fine quand on regarde, puisque on m'a déclaré d'abord coupable, et puis quelque temps après, innocent. Donc, innocent ou coupable, en prison ou en dehors, finalement, ça se joue à très peu de choses. Et donc, ça conditionne d'autant plus l'opinion publique. Il a été en prison, il doit être dangereux. Il a été reconnu innocent, bon, c'est que ça doit aller. D'ailleurs, je n'avais pas envisagé de faire appel dans un premier temps. Dès que le jugement a été rendu, j'avais peut-être une dizaine de jours pour faire appel. Au début, ce n'était pas mon intention. Je me disais, ça va être trop long, ça va être trop chiant, je vais retomber sur une juge qui va être pareil. Vu comment ça se passe là, vu comment ça s'est passé dans le tribunal de Lille, ça risque d'être la même chose. Et la peine pourrait être encore plus grande, parce qu'il y a des gens qui me disent « t'as rien à perdre ». Il y a une avocate qui me disait « ah mais si vous êtes innocent, vous devez faire appel ». Comme si c'était aussi simple, J'étais innocent, je le suis, j'ai été condamné une première fois, et vous avez vu là ce que je vous ai dit par rapport à la procureure, elle a demandé une aggravation de la peine avec un emprisonnement ferme. Donc on peut aggraver la peine, donc on n'a pas rien à perdre même si on est innocent. C'est ça qui est triste, on clame notre innocence, on nous condamne encore plus fermement.
Voilà, ça fait penser aux sorcières sur les bûchers, ça. Et donc, c'est en réfléchissant un petit peu que finalement, et ça s'est joué à peu de choses, j'ai pris la décision de faire appel, j'imagine au grand désarroi maintenant de Valérie Baranek et de son mari. D'ailleurs, j'y viens, monsieur et madame Baranek ont dû être sur le cul. Ils ont bien dû constater qu'ils étaient impuissants face à moi et qu'ils ont finalement échoué dans leur petite manœuvre à essayer de tromper la justice. Madame de Vos s'est un peu laissée tromper, mais pas madame Bordagui. J'essaie de me mettre à leur place à ce moment où ils ont appris la terrible nouvelle pour savoir ce qu'ils ont ressenti. Et je dois dire que ce qu'ils ont ressenti, du moins, il y a une chose, ils ne le savent peut-être pas, mais c'est la justice. Ce qu'ils ont ressenti, c'est le retour de la justice. Ils ont tellement été habitués à baigner dans une ambiance d'injustice qu'ils avaient eux-mêmes créée et dont ils profitaient, ou du moins dont ils aspiraient à profiter, en me soutirant de l'argent, en me faisant condamner, que ça a dû leur faire très bizarre, cette situation. Alors j'en avais pas parlé, mais monsieur et madame Baranek avaient aussi essayé, il y a bientôt 1 an et demi de cela, de me mettre un coup de pression. C'était le 17 novembre 2022. Ils m'ont fait parvenir une lettre de menace par le biais de leur avocat. C'est un chantage dans lequel ils me demandaient de retirer expressément mes vidéos explicatives sur la situation, dans les vidéos dans lesquelles je donnais mon point de vue sur cette affaire. Et si je ne le faisais pas, ils allaient entamer des poursuites judiciaires contre moi. Ce document est bourré d'erreurs et de mensonges, de déformations. Je ne vais pas le commenter, ça ne sert pas, vous le voyez. Je trouve cette tentative d'intimidation assez minable, d'autant plus que, visiblement, les menaces n'ont jamais été mises à exécution. C'était donc des paroles en l'air, des écrits en l'air, si vous préférez. Et donc, avec tout ça, je suis naturellement démis de certaines obligations et interdictions. Je suis déchargé. Alors à vrai dire, je m'en étais un petit peu déchargé tout seul avant même que le jugement de la cour d'appel ne soit rendu. Ben oui, parce qu'un petit peu, ça allait, et puis à un moment, ça commence à bien faire. Moi, j'essaie de profiter autant que possible, même dans les situations vraiment où vous êtes contraint et c'est injuste, trouver les petits moments, les petits avantages que ça peut avoir. Des rendez-vous gratuits chez un psychologue. Bon, voilà, on peut parler un petit peu, je l'ai fait. Des rendez-vous au SPIP, le Centre pénitentiaire d'insertion et de probation. Je ne connaissais pas l'endroit, ça me permet de découvrir et de voir aussi comment on est traité quand on va dans cet endroit-là. Mais c'est tout. Et donc, parmi ces choses, ces obligations dont je suis maintenant déchargé, il y avait donc aller pointer comme un délinquant au rendez-vous du Centre pénitentiaire d'insertion et de probation, d'aller pointer comme un délinquant sexuel au commissariat pour le fichier, le FIGES, le fichier national automatisé, le fichier automatisé judiciaire, alors je ne sais peut-être pas le bon ordre, mais des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, rien que ça. Je suis dispensé d'aller simuler, de me faire soigner auprès d'un psychologue, voilà. Bon, moi je vous explique comment ça s'est passé. À part les premiers rendez-vous, le premier et peut-être le deuxième, vite fait. J'arrive, bonjour, je signe où ici? Ok, merci, au revoir, c'est fini, le rendez-vous est terminé chez le psy, voilà. Je n'avais pas l'intention de rester plus longtemps. Je suis déchargé aussi de dédommager financièrement monsieur et madame Baranek. Bon, de toute façon, je vais préciser, si vous avez regardé mes autres vidéos, je n'avais pas l'intention de leur donner de l'argent, donc ça ne change rien pour moi. Et maintenant, j'avais des obligations qui sont levées, c'est-à-dire que maintenant, j'ai le droit d'aller fréquenter librement des personnes mineures. J'ai le droit d'aller squatter aux abords des établissements scolaires, parce qu'il y avait une interdiction, je ne vais pas me trouver aux abords d'établissements scolaires. Ce qui est assez débile, je trouve, mais en se mettant à la place d'une personne qui veut faire du mal aux enfants. S'il n'a pas le droit d'aller devant l'établissement scolaire, il ira 1 ou 2 rues après. Et il pourra leur faire du mal, d'autant plus qu'il sera beaucoup moins visible. Donc je trouve que ce n'est pas très pertinent. D'autant plus que moi, je vis, on va dire à un point A. Et bien ici, il y a un collège. Donc je sors de chez moi, il y a un collège devant chez moi. Donc comment je fais pour ne pas me trouver aux abords? Je suis censé jamais sortir de chez moi. C'est ça aussi qui est pas très... Si on veut suivre à la lettre ce qu'ils disent, il y a un moment où tu ne peux plus vivre, quoi. D'autant plus que quand je vais chercher du pain à la boulangerie, je passe devant 2 établissements scolaires. Possiblement, si j'en prends d'autres routes, même 3 ou 4. Donc en fait, à moins de faire de gros détours, vous voyez, je suis passé devant plein d'établissements scolaires parce que j'en avais rien à faire en fait de cette application. Il n'y a personne qui est là pour vérifier en plus. Donc voilà, j'ai le droit de ça. Et finalement, j'ai maintenant aussi le droit, bon, comme Nel n'est plus victime, pour la justice, j'ai le droit, forcément, d'aller lui rendre, si le cœur m'en dit, une petite visite. Voilà. Ce que je ne ferai évidemment pas, puisque cela n'aurait absolument aucun sens. Ça en avait du sens, ça en a eu. En 2018, lorsque je suis allé
aux abords de son établissement scolaire. Alors évidemment, Valérie n'est pas venue jusqu'à moi pour s'excuser pour les fausses accusations qu'elle a portées contre moi. Je rappelle, viol, harcèlement. C'est pas rien et normalement, le minimum du minimum, c'est de venir s'excuser platement pour ça. Mais j'imagine que cette idée n'a même pas effleuré l'esprit de Valérie. Ça me mène à poser une question très simple qui devrait faire réfléchir, je pense, une question très générale. Qu'est-ce qu'a gagné Valérie et Laurent Baranec dans toute cette affaire? Qu'est-ce qu'ils ont gagné, vraiment? En supposant même que la Cour d'appel ait jugé en ma défaveur, qu'elle ait suivi le jugement du tribunal, elle ait commis la même erreur. Qu'est-ce que ça... Alors, ils auraient gagné de l'argent, c'est vrai, ils auraient gagné un peu d'argent. Est-ce que c'est vraiment une réparation? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment le mieux qu'on puisse avoir? Ils auraient eu la reconnaissance du statut de victime, c'est vrai aussi, même si ils sont victimes, pas forcément de ce dont ils croient être victimes, j'en avais déjà parlé, et finalement peut-être qu'ils ont un certain plaisir à savoir que, enfin ils auraient un certain plaisir à savoir que je peux être condamné, je ne sais pas. En tout cas, juste pour donner mon avis personnel, même si je sais qu'il est partagé par énormément de personnes, je pense que la meilleure réparation, ça serait la compréhension mutuelle, ça serait de savoir pourquoi l'autre a agi comme il l'a fait, de le comprendre et ainsi de pouvoir soit accepter sa demande de pardon ou soit demander pardon à l'autre en sachant qu'il n'y a pas forcément une victime et un coupable, que voilà, la vie n'est pas aussi simpliste, binaire que ça, c'est plus complexe. Voilà, c'est juste pour donner mon avis là-dessus. Je sais que Nell, je pense, si je ne me trompe pas, qu'elle est bientôt majeure maintenant. Avec le recul, si elle a suffisamment de recul, je ne sais pas. Et même si je ne me fais pas d'illusions, les chiens n'ont pas coutume de faire des chats, eh bien, je peux me demander ce que elle, Nell, pense de tout ça.